Chapitre 34 Prisonnier Bastian Lundi 15 juillet 1946 Depuis le début juillet 1945, je suis au camp de Mulsanne dans la Sarthe. Le chemin a été long pour arriver là, si proche de la Normandie où se trouve Adeline. Mais les images du Havre, complètement détruit par les bombardements alliés, me poursuivent. L'histoire n'a pas pu se reproduire. Adeline est vivante. S'il lui était arrivé quelque chose, je le sentirais au fond de moi. Je m'accroche à cette idée. La femme de ma vie n'a pas péri sous ces bombes, et je dois survivre pour la retrouver. Nous nous le sommes promis. Lorsque nous avons quitté le Havre, nous nous sommes dirigés vers Dreux, en appui du repli de nos troupes pendant la fermeture de la poche de Falaise. C'est là que nous étions lorsque j'ai appris avec effroi que le Havre était quasiment rayé de la carte. Seul le soutien d'Éric et de Johan m'a évité de sombrer. Selon eux, Adeline ne peut qu'être en vie. Ils m'ont mise en avant que comme sage-femme et infirmière, elle a dû passer la quasi-totalité de son temps dans l'abri chirurgical souterrain de l'hôpital général. Quant à la villa, elle est dotée d'une cave solide. Je me suis rendue à leurs arguments, qui vont dans le sens que j'espère. La retraite de l'armée allemande nous a ensuite amenés jusque dans la Sarre en octobre, où nous avons subi l'offensive de la 3e armée américaine de Patton, qui est venue à bout de nos troupes qui encerclaient les Américains à Bastogne. C'est là qu'Heinrich a laissé la vie. Après notre défaite dans la bataille de Lorraine, le 18 décembre, nous avons rejoint Neunkirchen. Au début d'avril 1945, notre état-major est dans la région de Göppingen, non loin de Stuttgart, d'où la 1re armée française, soutenue par la 7e armée américaine, nous a délogés, nous obligeant à reculer vers Ulm, puis la Bavière. C'est dans ce land, d'où est originaire Gerhardt, que nous avons été capturés le 2 mai par les Américains, à Rosenheim. Notre périple est enfin terminé. Éric, Johann et moi sommes toujours en vie. Je me demande encore comment. Nos conditions de détention à Heilbronn, un des 19 camps de prisonniers temporaires installés par les Américains, sont rudimentaires. Parqués dans un enclos ceint de barbelés en ce mois de mai pluvieux, nous sommes nuit et jour dans la boue. Les maigres ressources de l'Allemagne en ruine sont de très loin insuffisantes pour nous nourrir et nous soigner tous. Certains, parmi les plus fragiles, sont morts de faim, de soif, de maladie ou d'épuisement. C'est dans ce camp que nous avons appris avec soulagement la reddition de l'Allemagne nazie. Un premier tri a été fait parmi nous. Les autorités américaines ont entrepris de libérer certaines catégories de détenus. Les premiers sont les jeunes enrôlés dans les jeunesses hitlériennes, des gamins parfois seulement âgés de 14 ans. Les travailleurs agricoles et de l'industrie, les ouvriers, les mécaniciens, les mineurs ont ensuite été relâchés en vue de lancer les chantiers de reconstruction du pays. Puis le 10 juillet, le haut commandement américain a décidé de céder le contrôle des autres camps à la France. En effet, le nouveau gouvernement de Charles de Gaulle réclame un contingent de 1 750 000 prisonniers au titre des réparations de guerre, afin de l'aider à reconstruire le pays. C'est ainsi qu'Éric, Johann et moi nous sommes retrouvés parmi les 182 000 prisonniers livrés à la France, et que nous avons rejoint ceux qui sont déjà détenus. Pour nous, c'est le camp de Mulsanne. Cet ancien camp de prisonniers pour les Alliés, puis d'internement pour les nomades et les Juifs, édifié sur l'un des virages du circuit automobile des 24 heures du Mans, nous est désormais dévolu, nous, les prisonniers de guerre de l'Axe, couramment appelés PGA. Cet immense camp, ou Frontstalag 203, est divisé en 3 dépôts, numéro 401, numéro 402 et numéro 403. Nous sommes logés dans des baraques et sous des tentes, sans électricité. Nos gardes, des tirailleurs marocains, ne sont pas mieux lotis. Au départ, la gestion du camp était américaine, mais face aux batailles que les États-Unis mènent encore dans le Pacifique, la gestion a été transférée à l'administration française. Depuis le mois de février 1946, le dépôt 401 est réservé à l'incarcération des officiers. Éric, qui depuis la bataille de Lorraine a été promu lieutenant, se retrouve donc dans ce dépôt avec moi.
Nous nous sommes donc séparés de Johann. En ce mois de juillet 1946, nous sommes 8555 prisonniers de la Wehrmacht, soldats allemands ou étrangers enrôlés de force, et 252 de la SS, cantonnés dans une section isolée, puis 46 officiers généraux et amiraux. Les officiers SS sont isolés dans un îlot particulier, parmi les 13 que compte le camp. Il paraît que Mulsanne est le plus grand camp d'officiers allemands de France. Un semblant de petite ville s'est organisé derrière les barbelés. Infirmerie-hôpital disposant de l'électricité, église, douche collective, cantine, stade, bibliothèque, université des détenus, amphithéâtre, orchestre, prison, etc. Le revers de la médaille, c'est que dans un contexte de pénurie comme celle que connaît la France, la nourriture est extrêmement insuffisante. L'hiver 1945-1946 a été très rude. Peu de nourriture, peu de chauffage, hygiène rudimentaire. Les soldats allemands décédés pour la plupart de dysenterie sont enterrés sur un terrain attenant au cimetière de Mulsanne. Toutefois, ces conditions très dures ne sont sans doute rien au regard des souffrances imposées par l'armée allemande aux populations occupées et à la persécution des Juifs depuis des années. Johann a finalement été affecté à un commando pour travailler dans les fermes. Ses conditions seront certainement meilleures, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Il ne connaît pas grand-chose aux travaux de la ferme, mais j'imagine qu'il a sciemment fait ce choix et il est débrouillard. Je suis heureux pour lui, car il aurait pu être affecté au déminage. D'autres prisonniers, dont j'ai fait la connaissance au camp, ont été affectés dans des chantiers. Ceux qui se trouvent dans les camps du nord de la France ou en Lorraine sont employés dans les mines. Il paraît que depuis cet été, les commandos communaux ont été remplacés par des placements des prisonniers chez leurs employeurs et sous la responsabilité de ces derniers. J'ose espérer que Johann est chez des gens bien. En ce qui nous concerne, Éric et moi, la Convention de Genève interdit d'astreindre les officiers à travailler. Mais depuis quelque temps, les critères de mise au travail ont changé. Maintenant, nous, les officiers, pouvons nous engager à travailler, avec impossibilité jusqu'à notre libération de refuser de travailler. Mais les choses ne sont pas très claires. Il semble qu'il y ait une pénurie de travailleurs qualifiés et un excédent de non qualifiés. La seule chose certaine est la non-réduction des effectifs dans les secteurs prioritaires, qui sont les mines de charbon, les barrages hydroélectriques, l'agriculture, les bâtiments et les travaux publics, les industries sidérurgiques et métallurgiques, et enfin l'industrie textile. Mon objectif personnel est d'être libéré pour retrouver celle que j'aime. Pour l'instant, l'horizon est encore trop flou de ce côté-là. J'ai entendu dire que les Américains demandent des libérations pour octobre de cette année, ou au moins un plan de rapatriement. Depuis la fin de l'année 1945 à Mulsanne, j'ai pu informer ma famille. Bien entendu, au départ, je n'ai été autorisée qu'à indiquer que je suis en bonne santé, et il a fallu un certain temps pour obtenir une carte de correspondance. Nous pouvions dire seulement si nous sommes en bonne santé, blessés ou malades, sans autre précision. En janvier, j'ai pu leur indiquer une adresse postale, puisque c'est désormais autorisé. Depuis, chaque mois, je reçois une carte ou une lettre, soit de mon père, soit de ma sœur. Dessus est toujours apposé le tampon de la censure. Mais les quelques lignes que nous échangeons suffisent à maintenir le lien, et je sais que ma famille pense à moi. Mes pensées depuis hier sont dirigées exclusivement sur Adeline. C'était le 14 juillet, et elle a dû fêter ses 25 ans, car les bombardements du Havre n'ont pas pu me l'enlever. Comme j'aurais voulu être avec elle, je m'y suis transportée en imagination. J'ai toujours son médaillon. J'ai réussi à le dissimuler dès le début de notre détention, quand je me suis aperçue que nombreux sont ceux qui se sont retrouvés délestés de leur montre et même de leur alliance. Bref, de tout ce qui est monnayable. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu garder les deux. Est-ce lié à mon statut d'officier? Peut-être. Toujours est-il que j'ai caché ces objets précieux dans mon vieux carnet à couverture de cuir, que j'ai tant trimballé partout qu'il est usé jusqu'à la corde et semble sans valeur. Heureusement qu'Adeline a choisi un médaillon de petite taille et assez plat pour y être dissimulé.
Perdu dans mon rêve éveillé, j'entends soudain mon nom. Alderman, courrier. Du courrier. Je saute sur mes pieds pour saisir l'enveloppe sur laquelle je reconnais l'écriture de mon père. Je l'ouvre avec précaution. Mon père me donne quelques nouvelles, brèves comme d'habitude. Une phrase attire tout de suite mon attention. Adeline a survécu au bombardement. Les nouvelles ne sont pas très fraîches, car la lettre a été postée il y a déjà 1 mois. Mais cette seule petite phrase me réconforte à un point inimaginable. Elle met fin au doute. La femme de ma vie a survécu. Et cette nouvelle a transité par Duderstadt. Comment est-ce possible? Je ne vois qu'une seule possibilité. Adeline a écrit à mon père pour savoir ce que je suis devenue, ce qui signifie qu'elle ne m'oublie pas non plus. J'exulte. C'est le plus beau jour de ma vie depuis longtemps. J'ose espérer que mon père lui a répondu. Sinon, pourquoi aurait-il glissé cette toute petite phrase? Merci, mon Dieu. Merci pour cette magnifique nouvelle. Je ne peux m'empêcher de courir l'annoncer séance tenante à Eric. Dimanche, 8 juin 1947. Depuis le 16 décembre, je suis arrivée avec tout un groupe d'officiers de Mulsanne, dont Eric, à l'Oflag 163 dans le Larzac. On nous a offert une soupe chaude en guise de bienvenue et l'accueil a été chaleureux dans la station d'altitude du Larzac, ainsi que le commandant appelle le camp. Il paraît que nous leur avons apporté un souffle de jeunesse, car pour la plupart nous avons moins de 35 ans. Notre nouveau chez nous est plutôt bien organisé. Un journal est publié sous le titre Der Föhn. Il y a même des représentations théâtrales comme Iphigénie de Goethe ou des pièces modernes anglaises ou américaines en un acte, des soirées lecture. Ce camp n'a vraiment rien à voir avec le précédent. Le commandant Tabar, qui dirige le camp depuis la fin du mois de mars, a combattu activement en tant que maquisard et ses opinions politiques penchent vers le communisme. Il est pour beaucoup dans la gestion assez démocratique du camp. Nos nouveaux camarades nous l'ont présenté comme un philanthrope, très généreux et aimable. Ses relations avec les officiers allemands prisonniers sont amicales. Il se donne beaucoup de mal, notamment sur la question du rapatriement, et obtient de nombreux succès grâce à ses relations à Paris. Cet homme est soucieux de nos conditions de vie. Il a supprimé de nombreuses situations contraignantes et a accordé un certain nombre de libertés, comme les promenades, les possibilités de travail à l'extérieur du camp, les laissez-passer. Le commandant a même donné l'autorisation de faire des promenades en petit commando pour différentes tâches, cueillette pour ramasser des genêts pour les balais, d'herbes médicinales, de fleurs pour l'église, pour ramasser des baies. Un jardin potager a été créé dans une cuvette derrière le camp et fournit principalement des herbes à soupe pour la cuisine. Il a aussi fait faire un grand nettoyage des chambres et fait repeindre les pièces. Il a aussi aménagé un petit parc en faisant enlever une ligne de barbelés. Il encourage particulièrement les ateliers et les entreprises, s'occupe des rénovations et des embellissements du camp et des logements. Différents groupes travaillent pour le camp. Il y a un petit atelier pour les cordonniers et les tailleurs. Chacun est mis à contribution selon ses compétences, comme les artistes peintres et les peintres en bâtiment pour les locaux, les fabricants de jouets pour réaliser des sortes de protège-semelles pour les camarades. Le camp dispose aussi de serruriers et de forgerons, des fabricants de chaussures en raffia, de 4 relieurs et d'un commando d'épluchage à la cuisine, d'un électricien et de 3 coiffeurs. Certains travaillent dans la mine de charbon, car le major Himmel, géologue dans le civil à l'université de Heidelberg, a constaté la présence de charbon à proximité immédiate du camp et a su convaincre le commandant d'alors de reprendre l'extraction dans une petite galerie en ruine derrière le camp. C'est ainsi que le camp a sa mine, qui fournit du charbon supplémentaire. Même s'il est de moindre qualité, il suffit à chauffer les abris. Depuis juin 1945, il existe une université dans le camp du Larzac, inaugurée solennellement grâce au Höhere Schulrat Winkler et au major Dr Himmel, qui dispose de l'expérience nécessaire en tant que professeur d'université à Heidelberg. Ce dernier s'est d'ailleurs réjoui de mon arrivée. L'université du camp assure un enseignement normal dans 6 salles de classe. Environ 66 enseignants
dispense environ 115 cours, à raison de 276 heures par semaine, en comptant 2 cours d'enseignement pour les bacheliers et les élèves de l'enseignement secondaire. Le nombre d'auditeurs varie de 20 à 100 selon le type de cours. J'ai rejoint avec joie l'équipe d'enseignants dans mon domaine, les mathématiques et la physique. Eric s'est plus investi auprès de ceux qui complètent leurs études secondaires. Le commandant s'intéresse à tous les apprentissages, qu'ils soient intellectuels ou matériels. Donc il intervient dans les travaux de l'université. Il est naturellement présent aux remises de diplômes et s'invite à toutes les soirées récréatives pour y prononcer, en guise de conclusion, des discours souvent très drôles dans un allemand approximatif. En revanche, en ce qui concerne les questions politiques, il peut se montrer froid, voire hostile, notamment dans son attitude envers les membres de la SS, et n'hésite pas à prendre certaines mesures comme le retrait de l'autorisation d'enseigner, le refus d'accorder un permis de travail. À Noël, nous avons eu le droit à un festin comparé à ce que j'ai vécu depuis la fin de la guerre, et ce, grâce à l'abattage des 2 cochons élevés dans le camp. Le commandant Tabar nous a souhaité une bonne fin de captivité et a pris brièvement part aux festivités avec nous. J'ai profité de la bienveillance ambiante pour demander aux prêtres venus célébrer la messe de Noël s'il pouvait poster une lettre sans passer par le courrier du camp. J'ai dû lui expliquer que cette lettre était une lettre destinée à ma fiancée française et que je ne voulais pas voir passer entre les mains de la censure. Je crois qu'il a été sensible à ma demande et a pris la lettre et l'argent pour le timbre. J'espère qu'Adeline recevra cette lettre où je lui exprime tout mon amour, mais je ne lui ai pas mentionné d'adresse pour qu'elle ne soit pas tentée de me répondre. Je ne veux pas qu'elle se compromette. Je veux juste qu'elle sache que je l'aime et que je ne l'oublie pas. Le 15 janvier 1947, un convoi de rapatriés est parti après une soirée d'adieu à laquelle ont participé les commandants des camps des officiers de Mulsanne et de Baccarat. Le commandant Tabar, lui aussi, a quitté le camp et nous a fait un touchant discours d'adieu, ainsi qu'un discours de bienvenue au capitaine Schaeffer, qui gère désormais le camp dont le capitaine-lieutenant Pöhner est devenu l'interprète. La fin de ce premier mois de l'année a été marquée par de fortes chutes de neige et les toilettes ont gelé. Il a fallu creuser des installations d'urgence dans le petit bois. En février, les salaires des capitaines, premiers lieutenants et lieutenants ont été augmentés. C'est toujours bon à prendre. De nouveaux camarades sont partis, 22 officiers en mars, et d'autres aussi, les 1er et 22 avril. Dans le même temps, Schaeffer a démissionné comme directeur, et le nouveau est le capitaine Stiefel. Aujourd'hui, 8 juin, c'est enfin mon tour d'être rapatrié en Allemagne en tant qu'officier de réserve. Des officiers d'actifs transférés d'Afrique du Nord et de Mulsanne vont remplacer ceux qui partent en même temps que moi. Eric partira dans le convoi prévu le 20 juin. Dans quelques semaines, j'espère bien pouvoir revenir en France, libre, pour revoir Adeline.